Benoît Rittaud est normalien, agrégé de mathématiques, enseignant-chercheur et essayiste. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont La peur exponentielle et Mythes et légendes écologistes. Il est le président de l'association des climato-réalistes et anime le blog Mythes, Mancy et Mathématiques. Il dirige la collection Grandeur Nature chez l'éditeur L'Artilleur à Paris. À toi de jouer. Merci Benoît d'être ici. Tu sais comment ça se passe? Oui, c'est bon. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très honoré d'être ici. J'ai participé à pas mal de colloques dans ma vie de chercheur. Et en général, on remercie les organisateurs parce qu'ils ont trouvé un hôtel, parce qu'ils ont trouvé... C'est quand même assez rare de devoir remercier des organisateurs parce qu'ils ont dû lutter contre l'adversité, contre des journalistes qui veulent refuser l'organisation d'une journée comme celle-là. C'est plutôt rare, c'est un peu triste dans notre société. Sachez qu'en France, d'où je viens, c'est exactement la même chose. Donc ne soyez pas inquiets, n'ayez aucun complexe d'infériorité, hélas. Alors, je vais commencer ici. Voilà. Donc, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. C'est que, eh bien, quelque chose ne va pas dans notre monde. C'est un gros problème et il y a des scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme. Et c'est tout à fait sérieux parce que c'est relayé par l'UNESCO en personne et par le secrétaire général des Nations Unies qui a fait une déclaration suite à cette sonnette d'alarme tirée par des scientifiques qui annonce les catastrophes écologiques à venir. Alors je vais vous lire ce qu'ils disent. Soyez pas trop inquiets, mais quand même. Ils nous disent ceci, ces scientifiques. Ils sont 2000 et quelques prix Nobel font partie du lot. Alors, attendez que j'arrive à retrouver le... Voilà. Jamais les hommes n'ont affronté jusqu'ici un péril dont la gravité et l'ampleur relèvent de la conjugaison de plusieurs phénomènes. Chacun d'eux suffirait déjà à lui seul à créer des problèmes insolubles. Tous à la fois, il signifie que les souffrances humaines vont terriblement s'aggraver dans un proche avenir et que toute vie s'éteigne ou risque de s'éteindre sur la planète. Nous, biologistes et écologistes, sommes convaincus que ces problèmes existent, qu'ils sont planétaires et interdépendants, et qu'ils peuvent être résolus si, écartant nos mesquins et égoïstes intérêts, nous visons à satisfaire les besoins de tous les hommes. Détérioration de l'environnement, la qualité du milieu où nous vivons se dégrade à un rythme sans précédent, diminution des ressources naturelles. Notre Terre n'est pas sans limite, et ses ressources, pour une part, s'épuisent. Néanmoins, la société industrielle gaspille ses ressources non renouvelables. Le déboisement, les barrages, la monoculture, l'utilisation incontrôlée des pesticides et des foliants, l'exploitation minière à ciel ouvert et autres pratiques d'exploitation imprudentes, voire stériles, ont contribué à créer un déséquilibre écologique dont les effets catastrophiques se sont manifestés, etc. Bon. Et donc, ça continue comme ça. Bon. Et cet appel, c'est ce qu'on appelle le message de Menton. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Vous ne l'avez peut-être pas lu au moment où il est sorti parce qu'il date de 1971. Eh oui. Donc c'est assez étonnant de constater que je n'étais même pas né. Et déjà, c'était la fin du monde. Et dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. D'accord ? Il y a deux petites choses qui changent dans ce message de Menton. Donc ça s'appelle Menton parce que ça a été écrit dans la ville française de Menton, qui est dans le sud de la France. Il y a deux choses qui changent par rapport aux mêmes appels qu'on a tout le temps aujourd'hui dans la grande presse. Tous les ans, vous avez les scientifiques alertent, une fois de plus, etc. Il y a deux choses. C'est que d'abord, la langue est un petit peu différente. Je ne sais pas si vous avez entendu, les tournures sont déjà un peu désuètes. Le français a un peu évolué depuis 50 ans. Le style est assez joli. Et puis, il n'y a pas encore le climat. En 71, en 71... en 71, on ne parle pas encore de climat. Alors, on en parle un petit peu parce qu'on a peur du refroidissement climatique.
À la même époque, donc je ne sais plus si c'est en 71 ou 72, c'est le premier Earth Day, le jour de la Terre, ça a été créé à ce moment-là, où l'annonce, c'est on a peur d'un nouvel âge glaciaire, créé par l'homme aussi. Hein. Alors, ce qui était coupable à ce moment-là, c'était les aérosols, les émissions, la pollution au sens classique du terme. Ce n'est pas le CO2. Mais bon, aujourd'hui, finalement, c'est le réchauffement qui pose problème. Mais c'était quand même pas... Enfin, quand on parlait de climat et qu'on voulait s'inquiéter du climat, on s'inquiétait du refroidissement, mais c'était pas encore à la mode. C'était pas l'épisode de la peur du jour n'était pas encore celle-là. Donc c'est intéressant parce que ça montre que ça n'est pas nouveau. Hein. C'est quelque chose qui est ancré dans la société, au moins depuis 50 ans, en fait, on pourrait dire 50-60 ans. Ça date essentiellement de la guerre froide. C'est le moment où on commence à avoir des peurs globales qui s'affirment à l'échelle de toute la société. On a la peur, évidemment, de la guerre atomique, à l'époque, qui est une sorte de synthèse des peurs qu'on peut avoir à ce moment-là, mais l'idée que la Terre peut, en quelque sorte, exploser ou mourir, entre guillemets, c'est une idée qui se développe à ce moment-là. Alors, ce n'est pas à proprement parler nouveau. Hein, on a toujours eu peur de la fin du monde. Hein, comme disait Lucien Boya, qui est un auteur que je vous recommande, « La fin du monde, c'est une histoire sans fin ». C'est le titre d'un de ses livres. Hein. Mais la différence avec nos fins du monde à nous, c'est qu'elles sont sans Dieu. Avant, c'était Dieu qui nous punissait. Il y avait une idée de transcendance. Hein. Nous agissons mal et un jour ou l'autre, il y a Dieu qui, du haut de son Olympe, va nous frapper de son foudre. Alors que là, la fin du monde, c'est plutôt une fin du monde immanente. Il n'y a pas de transcendance qui vient, c'est nous-mêmes qui, par nos péchés, allons créer la fin du monde. Ça va très bien avec notre monde postmoderne, donc qui désenchanté de sa propre puissance. Ça colle très bien avec la représentation qu'on se fait. Et donc, cette fin du monde que l'on se dépeint volontiers depuis au moins les années 60 ou 70, ou 70, j'ai essayé de le dire 70 quand même, c'est toujours la même depuis, en vrai. C'est toujours le même récit, mais comme tout récit, bien, il essaye de se renouveler un peu de temps en temps. C'est, une comparaison que j'aime bien, c'est avec la franchise de Mission Impossible, vous savez, avec Tom Cruise. J'adore ça, moi, j'aime bien, je vais voir ça avec ma fille. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, c'est bien, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est Tom Cruise qui sauve le monde. Alors une fois, ça se passe à Shanghai, le coup suivant, ça se passe à Johannesburg, mais fondamentalement, ça tire de partout, et à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Ben là, c'est pareil. On a eu, dans les années 60, le premier grand épisode, c'était Rachel Carson, Printemps silencieux, où on avait peur principalement de la pollution chimique. Ensuite, on a eu la surpopulation. Hein, donc, le monde toujours va étouffer sous le poids des humains. Donc, surpopulation, gros truc. On en parle encore un peu de la surpopulation. On a eu l'épuisement des ressources. Hein, il y aura bientôt, il y aura plus de pétrole. Et ça, c'est le fameux rapport au Club de Rome, halte à la croissance. Vous allez voir, bientôt, il n'y aura plus de pétrole. Ils ont eu de la chance, ils sont arrivés juste avant le premier choc pétrolier, donc ça leur a fait une pub d'enfer. Ensuite, on a eu les pluies acides. On en a moins parlé, ça a fait un tour de piste qui a duré moins longtemps, mais on a eu aussi le trou dans la couche d'ozone. Et maintenant, on a le climat, qui est l'épisode le plus réussi de la franchise, parce que ça fait 20 ans qu'il est là, qu'il ne veut pas passer la main. Alors, ça commence à être un peu long, on commence à voir que on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il se peut, bon, je l'ai annoncé il y a 15 ans, je me suis trompé, donc bon, je ne vais pas refaire l'annonce, mais il se peut qu'on soit un petit peu au bout de l'épisode, là, quand même. Parce qu'on commence à en avoir beaucoup parlé, les gens commencent à en avoir marre, on veut l'épisode suivant, quoi. C'est normal. Hein, donc, hein. Alors, donc il y a deux. Le problème, c'est que le climat, il a bien réussi son coup. Il fait vraiment la synthèse. Il agrège toutes nos peurs globales. Vous pouvez taper sur Google climat et n'importe quoi d'autre, il y a un lien. Il y a une étude parue dans une revue scientifique à comité de lecture qui vous démontre le lien. Alors des fois c'est drôle, hein, donc c'est la taille des coquilles d'escargots va diminuer, ce genre de choses. Des fois c'est moins drôle, hein, et on a vu par exemple une étude relayée par
alors je ne sais plus si c'était l'UNESCO encore ou l'ONU, enfin relayé à très haut niveau, comme quoi les excisions forcées étaient causées par le réchauffement climatique. Bon, donc, alors on hésite à rire parce que évidemment c'est quelque chose de tout à fait tragique et on se détourne évidemment des vraies raisons et donc des vraies solutions, mais l'hystérie est telle qu'aujourd'hui on en est là. Donc le climat a très bien a réussi à vraiment servir d'agrégateur universel à nos peurs globales, et donc ne veut pas quitter la scène. Et donc il y a une surenchère, une sorte de fuite en avant qu'on a pu voir l'an dernier. C'est Antonio Guterres, donc secrétaire général des Nations Unies, qui a dit eh bien, l'effondrement climatique a commencé. Parce que quand vous annoncez la fin du monde pour demain, et que tous les jours c'est reporté au lendemain, au bout d'un moment ça ne va plus, quoi. Commence à dire bah oui, on ne voit rien venir. Donc ça y est, on est dedans. Pour maintenir, on est obligé de dire ça y est, c'est commencé. L'apocalypse a commencé, qu'on se le dise. Donc ça, c'est une solution un petit peu de court terme pour maintenir la tension. On voit que ça n'a pas trop marché. Il l'a dit en septembre 2023, quand on voit où on en est aujourd'hui et les résultats de la COP29 de Bakou. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais plus ça va, moins ça va pour les promoteurs du climat. Et puis, là, le nouvel épisode qui commence à pointer le bout de son nez, alors, ils ont essayé avec l'acidification des océans. Ça a été le grand truc il y a quelques années. Je vois Eric qui rigole. Donc ça, c'était l'Organisation météorologique mondiale qui a tenté ça il y a une dizaine d'années. Ah, le climat, c'est grave, mais alors l'acidification des océans. Puis, ça n'a pas marché, ça a fait flop. Aujourd'hui, ce qui est en train de marcher, c'est la biodiversité. Là, j'ai vu l'autre jour, quelqu'un a attiré mon attention sur une interview d'Alain Bougrain-Dubourg, donc, qui est en France, et c'est connu, c'est un grand protecteur des oiseaux. Et il dit explicitement on parle trop du climat, on ne parle pas assez de la biodiversité. Ça veut dire on va peut-être changer d'épisode, quoi. Et enfin, effectivement, la biodiversité reprend exactement les trucs qui ont si bien marché pour le climat. Il y a l'équivalent d'un GIEC, donc d'un groupe d'experts, le fameux GIEC qui est à Genève, pour le climat, donc qui dit le là sur le climat. C'est la science officielle du climat. Il y a aussi un GIEC de la biodiversité, c'est l'IPBES. Il y a aussi donc les COP pour le climat, donc les grands messes climatiques annuelles, dont la dernière vient de se dérouler. Il y en a aussi pour la biodiversité. Donc le schéma général est en train d'essayer d'être utilisé pour le prochain épisode. Là, je ne sais pas, je ne vois pas l'avenir, mais en tout cas, préparez-vous. Le prochain épisode de la franchise, ce sera peut-être la biodiversité. Alors, d'où ça vient ? C'est très compliqué de comprendre d'où ça vient, parce que ça touche à beaucoup de choses. Alors, une partie de l'analyse a été proposée il y a une vingtaine d'années par un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait une conférence qui s'appelle « Aliens Cause Global Warming », qui est Michael Crichton. Donc, les extraterrestres sont la cause du réchauffement climatique. Vous pouvez la trouver en ligne, cette conférence. Donc, il a faite à Caltech en 2003, qui est tout à fait intéressante. Et une des choses qu'il raconte, il y aurait beaucoup, mais j'aime bien Michael Crichton. Donc c'est aussi l'auteur de Jurassic Park et d'autres choses, mais c'est aussi quelqu'un d'intelligent qui connaît bien la science. Et il évoque un fait intéressant c'est ce qu'on a appelé l'équation de Drake. Je ne sais pas si vous connaissez l'équation de Drake. Donc Drake est un physicien qui, en 1961, a proposé une formule que je vous ai mise là, qui compte le nombre probable de civilisations extraterrestres. Et donc le nombre total, alors vous avez des facteurs, donc la part des planètes où la vie peut apparaître, etc. Donc tout un calcul, et puis voilà, vous avez 6 ou 7 termes, et puis il faut calculer chaque terme, etc. Alors, Michael Crichton dit, a raison, et ce que doit dire n'importe quel scientifique sérieux, c'est que quand on voit ça, en tant que scientifique, on rigole. C'est bien gentil, c'est du niveau d'une BD de science-fiction, c'est sympathique, mais c'est tout. Et il s'est trouvé qu'au lieu de ça, ça a super bien marché. Les scientifiques se sont mis à discuter de ça. Ah ouais, alors comment je vais calculer le terme truc, machin ? Et alors ça fait combien ? Et puis ils n'étaient pas d'accord. Il y en avait qui arrivaient à des millions de planètes habitées. Il y en a d'autres qui arrivaient à 0. Alors c'était embêtant parce qu'on est là. Et puis ah oui, alors comment on va faire ça ? Et donc ça a créé une sorte d'ambiance pseudo-scientifique autour d'un truc qui fait ronflant quand on est de l'extérieur, quand on n'est pas scientifique. C'est une équation, donc ça a l'air sérieux. Et donc Crichton dit,
ça témoigne du fait qu'à ce moment-là, les scientifiques ont compris que s'ils voulaient faire le buzz, s'ils voulaient faire un truc qui marche, ce n'était pas forcément en faisant juste de la vraie bonne science, mais de la science un peu entertainment. Mais effectivement, d'autres choses se sont passées dans le domaine, et pour en venir un peu au climat, alors il relie ça au climat, mais un exemple assez incroyable, c'est passé il y a une petite dizaine d'années, donc c'est en 2011. Donc dans une revue tout à fait publiée par Elsevier, donc ceux qui connaissent, c'est un des éditeurs scientifiques tout à fait reconnus. Donc la revue s'appelle Acta Astronautica, et c'est 3 chercheurs qui se posent la question de savoir ce que les extraterrestres diraient s'ils arrivaient. Voilà, vous voyez, ils arrivent dans leur soucoupe, ils arrivent pas loin de la Terre, ils regardent un peu et ils disent bon, alors eux, est-ce qu'on a envie d'aller faire copain hein? C'est vrai, c'est une question ça. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui se passerait quoi, hein? Et ils disent il y a plusieurs choses, donc ils peuvent se dire qu'on est trop primitif et qu'on ne les intéresse pas, tous les scénarios de science-fiction que vous pouvez imaginer. Et il y a un scénario qui a été retenu par la presse, le Guardian a quand même parlé de cet article-là, parce qu'ils disent les extraterrestres, ils vont voir qu'on réchauffe la planète. Ils vont voir tout le mal qu'on fait à notre propre environnement. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Alors avec leur rayon laser, ils vont nous dégommer. Une raison de plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans le Guardian, c'est évoqué sérieusement. Il y a un article que vous retrouverez dans le Guardian, quand même. Bon, on n'aime ou pas le Guardian, mais quand même, quoi. Donc, c'est dire là où on en est arrivé. Et donc, Michael Crichton était décédé à ce moment-là, depuis 3 ans, mais je trouve que cet article, c'est un bel hommage à ce qu'il a dit. Effectivement, hein, les extraterrestres, il y a d'autres choses, hein, il y a des choses plus anciennes dont on peut parler. Tout ce qui est extraterrestre, hein, c'est souvent relié à... c'est une projection de nous-mêmes, hein, et de notre moralité. Les extraterrestres sont là, ils nous jugent. Donc, tout ça, c'est peut-être une introduction un peu longue, pour dire à quel point on n'est pas dans la science, là. Hein. On est dans le fantasme, on est dans quelque chose qui est complètement délirant. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, tout est forcément à jeter. Et on ne peut pas se contenter de ça, bien sûr, pour jeter à la poubelle tout ce qui est dit, tout ce qui est affirmé. Donc, on doit quand même aussi regarder les données, parce que même s'il y a quelques rigolos qui racontent des choses pour se faire plaisir, il peut y avoir aussi des choses importantes. Donc il faut bien entendu en tenir compte. Alors, quelques points d'accord sur le climat, quelques points d'accord à peu près universels, qu'il est important de rappeler pour pas que le discours climato-réaliste, c'est-à-dire le discours qu'essaie de promouvoir, le discours critique sur le propos dominant, le narratif dominant, soit mal compris. Donc, les points d'accord. D'abord, la température de la Terre a augmenté. Ça, c'est vrai. Environ 1 degré depuis le milieu du XXe siècle. Ça, alors, on peut discuter, il y a évidemment, c'est toujours résumé, est-ce que ça a un sens de parler de température de la Terre, hein, alors qu'il y a des températures de la Terre. La température qui fait ici à Nyon à cette heure-ci n'est pas du tout la même que celle qui fait ailleurs. Est-ce que ça a un sens d'en faire la moyenne? C'est pas très clair, la température, c'est pas une grandeur intensive, donc il y a des critiques à faire. Mais d'une façon générale, malgré tout, on peut se mettre d'accord sur le fait que la température, on mesure assez la température pour dire elle a un peu augmenté. On peut critiquer aussi, est-ce que c'est plus 1 degré, est-ce que c'est un peu plus, est-ce que c'est un peu moins. Il y a d'énormes incertitudes sur la température de la Terre il y a un siècle, où on n'avait pas beaucoup d'instruments de mesure vraiment fiables. Donc, évidemment, c'est une phrase qui mériterait beaucoup de développement, je ne vais pas les faire, mais d'une façon générale, on peut accepter ça très bien, ça n'est pas un problème. Ensuite, j'ai un petit problème, je ne vois pas bien mon... Voilà. Le CO2, donc le fameux gaz carbonique, le gaz satanique, a vu sa concentration atmosphérique augmenter depuis aussi le milieu ou la fin du 19e siècle. On est passé de 380 à 415 ppm. Là aussi, il y a quelques discussions. Parfois, c'est normal. Il y a des gens qui contestent ça. J'en fais pas partie. C'est quand même assez minoritaire. Donc, ça veut dire qu'on était... Et un peu avant, on était encore en dessous de 380. Donc, ppm, ça veut dire partie par million. C'est-à-dire que
Une fois, j'ai fait un exposé sur le climat devant des ingénieurs, enfin des élèves ingénieurs. Et je leur ai demandé la concentration atmosphérique en gaz carbonique. Et ils disaient 10%, 20%. Alors la réponse c'est 380 à 415 ppm, c'est-à-dire 0,03, et on est passé à 0,04% dans l'atmosphère. C'est un gaz trace. Donc, ils avaient dû apprendre au lycée que l'atmosphère, essentiellement, c'est 80% d'argon et 20% d'oxygène. 80% d'azote et 1% d'oxygène et un peu d'argon, 1%. Et puis le reste, c'est de la trace. Mais on a dû leur dire, en gros, qu'il y avait aussi du CO2. Ils ont retenu le CO2, parce que je ne sais pas comment c'est ici, mais je suppose que c'est pareil. Dans toutes les matières, à partir de l'école primaire, il est question du CO2, du climat, de l'environnement. Même dans l'histoire de l'art, en France, on a ça. Il y a climatologie et histoire de l'art, ça peut se suivre officiellement dans les programmes. Donc bon, même si c'est un gaz trace, on a tous l'impression qu'il y en a beaucoup, alors qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup. On est passé de 0,03 à 0,04% en un peu plus d'un siècle. Ça, on est d'accord aussi. Cette hausse du CO2 est largement due aux activités humaines. Là aussi, une molécule de CO2 a beau ressembler à une autre, on a quand même des moyens, notamment grâce aux isotopes de l'oxygène, on a les moyens de se rendre compte que le CO2 additionnel ne peut pas être dû que à des causes naturelles, donc que ce soit le dégazage des océans, l'activité volcanique ou la biosphère. Ça ne suffit pas. Et donc, d'autre part, on commence à bien savoir quantifier ce que nous émettons comme CO2 dans la combustion, essentiellement. Et bon, ça, les bilans ont l'air de coller à peu près. Alors, il y a une certaine incertitude. Je parle sous couvert quand même d'Éric qui connaîtrait bien mieux le cycle du carbone que moi. Mais d'une façon générale, là aussi, on peut être d'accord, on n'est pas obligé. Là aussi, à nouveau, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Il y a des gens très bien qui pensent que la proportion n'est pas si grande. Murray Selby, par exemple, pensait qu'on était responsable que de 30%. Bon, on peut discuter de ça, mais on peut être aussi d'accord et pas vouloir à tout prix contester ce point. Ensuite, le climat change. À la limite, il n'y a que nous qui sommes d'accord avec ça. C'est-à-dire que des fois, en face, on a l'impression qu'ils ne sont pas d'accord avec cette idée. Alors qu'on sait très bien que le climat, ça n'est pas constant. Et il faut se défaire de cette idée que, avant le 19e siècle, nous vivions dans une sorte de paradis climatique originel, l'époque du règlement climatique, vous voyez, et dans lequel on serait sorti le jour où on aurait croqué la pomme de la connaissance de la révolution industrielle. Non, il y a toujours eu d'énormes fluctuations à toutes les échelles, aussi bien temporelles que spatiales. Et bon, donc c'est pas la peine de nous dire « Ah, vous voyez, ce glacier a fondu ». Oui, il a fondu, et avant, il n'était peut-être pas là. Il est arrivé, il est reparti, il est arrivé, il est reparti. Aujourd'hui, il est en train de partir. Enfin, en soi, c'est pas quelque chose que les climato-réalistes ont vocation à contester. Donc là, c'est un certain nombre de points d'accord, je pense que c'est important de le souligner, parce qu'on a toujours l'impression que les climato-réalistes disent que la Terre ne se réchauffe pas, par exemple. Non, pas du tout, ou qu'il ne se passe jamais rien sur la Terre en termes de climat. C'est pas ça du tout, on est parfaitement d'accord avec ça. En revanche, effectivement, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et donc, selon les climato-réalistes, il n'y a pas de crise climatique. Il y a des cycles, il y a des évolutions, il y a des petites ruptures ici et là occasionnelles, mais il n'y a pas de cycle climatique. Il n'y a pas de crise climatique, ni de près ni de loin. Est-ce que le climat d'aujourd'hui est meilleur ou moins bien que celui du milieu du 19e siècle ? On ne nous l'a jamais expliqué ça, on ne nous l'a jamais démontré, ni de près ni de loin. Et si on lit, par exemple, Émile Zola ou des auteurs comme ça qui racontent un petit peu l'effet du froid sur les populations au 19e siècle, un petit réchauffement, on ne serait pas contre en vrai. Pas envie de perdre 1 ou 2 degrés. Il n'y a pas de crise climatique non plus parce que il fait froid dehors là, mais ici, bon, il ne fait pas si chaud que ça, mais c'est quand même chauffé. Je ne serais pas en pull dehors là comme ça à vous parler. On a largement de quoi faire face aux évolutions du climat et on n'a jamais été mieux armé qu'aujourd'hui, de très loin. Tout un tas de raisons. Par exemple, la famine aujourd'hui ne peut plus exister. Les mauvaises récoltes, s'il y a une mauvaise récolte en Suisse, vous n'entendrez pas parler. Parce que vous irez acheter en France, ou l'inverse.
Selon les années, si la récolte est meilleure ici ou là, on a les moyens de transport, l'organisation qui fait qu'on ne voit pas comment il pourrait y avoir une famine. Alors qu'avant, on était beaucoup plus tributaire du climat local. Et un mauvais climat, une mauvaise récolte, c'est une catastrophe pour toute une région. Aujourd'hui, on ne voit pas comment on pourrait connaître ça à nouveau. Alors, selon les climato-réalistes aussi, il faut distinguer ce qu'on voit de ce qu'on prévoit. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui dit « Ah, aujourd'hui, ça va encore à peu près, mais demain, attention. Demain, c'est plus 2, plus 3, plus 4 degrés, ça va être terrible, ouragan, etc. » Ça n'a pas le même statut. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe. Alors, c'est toujours imparfait. Je laisse Michael nous parler de ça. C'est lui le philosophe des sciences, sur la différence entre fait et observation. Mais bon, il y a des choses qu'on observe et qu'on peut dire, oui, voilà, il s'est passé ça, il y a eu telle sécheresse, telle inondation, tel cyclone. Ça, on peut le voir, effectivement, l'évaluer. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou pas. Et ce qui va se passer dans 50 ou dans 100 ans, ça n'a pas le même statut intellectuel. Alors, bien sûr, quand il s'agit de dire il y aura une éclipse de soleil l'an prochain à telle heure, etc., ça, on sait le prévoir, effectivement. Mais ce n'est pas du tout de la climatologie, c'est de l'astronomie, et de l'astronomie mathématique. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est les mathématiciens qui savent faire ça. Ce n'est pas du tout les climatologues. Pourquoi il y a une vraie différence entre ce qu'on voit et ce qu'on prévoit en termes climatiques? C'est parce que le climat, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué, qu'on commence seulement à pouvoir regarder un peu. On a très peu de données, on n'a pas de théorie générale du climat, ni de près ni de loin. On a des modèles, c'est-à-dire qu'on a des gros ordinateurs qu'on fait tourner en essayant de simuler à peu près ce qui se passe. Mais on sait très bien que ces modèles-là, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils doivent étudier quelque chose qui est extraordinairement compliqué. Et quand on regarde le bilan des modèles, de ce qu'ils ont été capables de prévoir ou pas, d'abord, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc évidemment, il y en a toujours un qui a l'air de coller à peu près à la réalité, parce qu'il prévoit tout et le contraire de tout. Mais ils n'ont jamais vraiment fait la preuve qu'ils seraient capables de prévoir le temps qu'il fera dans 50 ans. Simplement parce qu'ils ne l'ont pas fait pour le temps qu'il fait aujourd'hui. Parce qu'il y a 50 ans, ces modèles-là, ils n'existaient même pas. Donc ils n'ont pas fait leur preuve. Ensuite, d'une façon générale, les climatologistes estiment que la part humaine dans l'évolution climatique globale est surestimée. Donc je dis bien globale. Localement, bien sûr, on peut fortement modifier le climat. À Paris, en plein été, il fait beaucoup plus chaud que quelques kilomètres plus loin dans la forêt. Ça c'est l'urbanisation, évidemment. À une échelle locale, effectivement, le climat est modifié par nos activités, c'est une évidence. Mais à l'échelle globale, c'est tout autre chose. Et sans qu'il soit délirant de dire, effectivement, on peut avoir un impact, cet impact n'est probablement pas du tout à l'échelle de ce qui est imaginé. Il se passe peut-être un ordre de grandeur qui est bien inférieur à celui dont la nature elle-même est capable. Et enfin, les remèdes pour sauver la planète sont bien pires que le mal. Bien pires. Ils font énormément de mal, aussi bien à notre société qu'à la planète elle-même, probablement. Pour prendre un exemple entre mille, un des grands remèdes dont on entend tout le temps parler, ce sont les éoliennes, qui sont une catastrophe pour l'environnement. Ça produit très peu d'énergie, donc ça occasionne d'énormes gaspillages, en vrai, et il faut des centaines de tonnes de blocs de béton à mettre sous terre. Ça ne dérange personne, ça, apparemment. C'est dangereux pour les oiseaux qui se prennent dans les pales des éoliennes. C'est assez bien documenté aussi. Il y a tout un tas de nuisances comme ça, des nuisances sonores, des nuisances visuelles. Ça, personne n'en parle. Parce que comme on est entré une sorte d'hystérie globale, finalement, on va proposer des fausses solutions. On ne se préoccupe pas tellement de savoir si ce sont de vraies solutions, mais en réalité, ce sont aussi des solutions qui non seulement ont un coût pour la société, mais aussi un coût pour l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand même? Quelques données un peu chiffrées, parce qu'une fois, j'ai fait un exposé et quelqu'un m'a dit il n'y a eu aucun chiffre dans cet exposé. Bon, j'avais juste montré des faits généraux, mais il fallait des chiffres, parce que ça fait sérieux, les chiffres. Donc, on va donner des chiffres, on va donner des courbes quand même, parce que sinon ça ne ferait pas sérieux. Donc, la température globale, ça monte. Je vous l'ai dit, ça monte. Depuis 1850, donc c'est sorti du petit âge glaciaire, il y a une période de relative stabilité, semble-t-il. Je ne vous mets pas les barres d'erreur, hein,
mais elles sont énormes, surtout pour les périodes au XIXe siècle. Et en vrai, si vous mettez les barres d'erreur, vous vous rendez compte que la hausse est tout de suite moins impressionnante. Mais d'une façon générale, il y a une hausse, personne ne le conteste. Il y a plusieurs courbes que j'ai plus ou moins superposées, elles sont toutes à peu près, elles montrent toutes la même tendance. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur exacte, c'est la tendance. Elle n'est pas tout à fait à jour, il y a une petite hausse après que je montrerai dans un autre dessin. Donc si on découpe, on se rend compte qu'il y a une certaine stabilité jusqu'en 1900. Il y a une hausse ici, qui a duré une quarantaine d'années, au début du XXe siècle, une légère baisse ensuite, et puis la hausse, alors là, je faudrait peut-être l'enlever cette dernière barre parce que la hausse continue. La petite baisse entre les années, fin des années 40 et fin des années 70, c'est l'époque où on se met à avoir peur du nouvel âge glaciaire. Vous voyez, la température baisse, donc elles vont continuer à baisser, ça va être terrible. Jusqu'à la fin des années 80, on a peur d'un nouvel âge glaciaire. Puis après, ça remonte, donc on se met à avoir peur de réchauffement. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la première... Alors oui, cette première zone-là, vous avez vu, ça monte aussi là. Ça monte pendant plusieurs années, à peu près à la même vitesse que ça monte ici. Alors maintenant, la hausse a été un petit peu moins longue, mais elle est quand même significative. Pourquoi? Là, il n'y avait pas encore l'industrialisation qu'on connaît. On brûlait beaucoup moins de CO2 à l'époque. Et pourtant, la température pouvait déjà monter. Personne ne sait pourquoi. Mais par contre, la deuxième hausse, c'est forcément l'homme. Donc la nature a pu, au début du XXe siècle, nous réchauffer, mais là, elle ne peut pas le faire, parce que c'est forcément nous qui avons pris le relais. Alors, une autre courbe qui est intéressante, qui a un petit peu changé de nature, là. Ça, c'est les mesures satellitaires. Vous voyez le fait que la courbe, donc là, elle commence en 1979. Donc, la mesure d'avance, c'est des mesures, c'est des moyennes de température qui sont faites. On a mis des thermomètres un peu partout sur la planète. Et là, c'est des mesures par satellite, donc ce n'est pas la même courbe. Et vous voyez que la hausse est assez modérée. Donc, on est à, pendant des années, la hausse, c'est à peu près 0,1 degré par décennie, ou 0,13. Très peu de hausse, en fait, observée. Et là, c'est intéressant, il y a eu un pic tout à fait remarquable depuis l'an dernier. Pic que personne ne sait expliquer, qui ne peut absolument pas être dû au CO2. Il semble, sur les études qui pensent pouvoir expliquer ce pic, penchent pour un El Niño, ce qui est un phénomène océanique sur lequel je ne vais pas revenir, qui est un énorme largage de chaleur qui se produit parfois dans le Pacifique. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, tous les 4 à 7 ans, et qui a réussi, à lui tout seul, à réchauffer la Terre bien plus que des années de réchauffement climatique qui l'ont précédé. D'accord ? On en parle, bizarrement, on n'en parle pas trop de ce gros réchauffement, parce que personne ne l'avait vu venir. Il ne peut absolument pas être créé par le CO2, parce que ce n'est pas comme ça que le CO2 est censé nous réchauffer. Il est censé nous réchauffer progressivement. Et il montre que la nature est bien capable de faire des choses toute seule, comme une grande, sans qu'on soit là pour lui dire comment faire, quoi. Mais donc, pour tout dire, on est d'accord que la Terre s'est réchauffée. Alors, ça n'a pas été la fin du monde depuis l'an dernier. On a essayé de nous expliquer que c'était la catastrophe en Grèce. C'était la Grèce brûlait l'an dernier. Je sais pas. Alors, moi, j'y suis allé en Grèce. Je suis allé à l'Acropole la semaine après où la Grèce avait brûlé. J'étais bien tranquille. Il n'y avait personne. Le temps était absolument paradisiaque et ça dérangeait absolument personne. Bref. Bon. Alors, le niveau marin. Ah, le niveau marin. Voilà l'évolution du niveau marin mesuré par satellite depuis 1994. J'ai pas de chance, il y a plein d'années, en 70 et 90, il faut que je fasse attention à chaque fois. Donc vous voyez une hausse assez régulière. Alors effectivement, la mer monte. La mer monte, ça c'est vrai. C'est vrai aussi. Alors évidemment, sur une courbe comme celle-là, qui a à peine 30 ans, c'est un petit peu difficile de tirer des conclusions. Est-ce que ça a toujours monté? Est-ce que ça monte vite ou pas vite? En vrai, on ne sait pas vraiment parce qu'on n'a pas énormément de données. Les données qu'on a, voilà une donnée un peu plus ancienne, qui remonte un petit peu plus. Là, on monte à 1880, donc c'est une reconstruction assez célèbre, Church and White, qui montre que, vous voyez, ça a commencé à monter déjà à la fin du 19e siècle. Donc ça n'a pas attendu nos émissions de CO2, donc qui commencent à devenir significatives dans les années 50, pas avant. La mer montait déjà. Elle monte peut-être un peu plus vite et encore,
si on tient compte de toutes les incertitudes qu'il y a là. Donc on a affaire à un phénomène qui est à l'échelle des siècles. À nouveau, le climat change, ou la Terre change, et la hausse du niveau marin et la baisse du niveau marin, c'est quelque chose que les géologues connaissent bien depuis toujours. Cette hausse est modeste. On parle de 2 ou 3 mm par an. C'est très peu. Là aussi, je parle sous couvert d'Éric, qui saurait raconter ça sûrement bien mieux que moi. Mais il y a 10 000 ans, la mer, elle pouvait monter bien plus vite. Elle a pris 120 mètres en 10 000 ans, si je me souviens bien. 120 mètres en 10 000 ans. Donc ça fait 1 mètre par siècle, donc avec sûrement des fluctuations. Je ne suis pas sûr qu'on se connaisse bien dans les détails des fluctuations, mais ça a monté beaucoup plus vite, de façon parfaitement naturelle. Là, 2-3 mm par an, on s'en rend à peine compte. Ça fait 20-30 cm, peut-être 40, oui, en un siècle. Le XXe siècle a connu cette hausse et s'en est fort bien remise. Le vieux port de Marseille n'est pas sous les eaux, donc on saura s'adapter. Pour les îles, pour les îles du Pacifique, qui régulièrement vous disent oui, mais nous on va être engloutis. Rassurez-vous aussi, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En vrai, les îles, on a des mesures des surfaces des îles, parce qu'on commence à avoir des photos un peu anciennes, et on se rend compte que les îles, elles ne diminuent pas, bizarrement, alors même que la mer monte. Alors ça, il y avait Darwin déjà avait une explication là-dessus. Je crois qu'elle a été abandonnée il n'y a pas très longtemps, mais bon, ça fait plus d'1 siècle qu'on a une explication à ça, qu'on sait très bien que le niveau de la mer peut monter sans que les îles disparaissent. En l'occurrence, les Maldives, qui sont l'emblème depuis bien longtemps de disparition prochaine de malheureuses îles et des peuples qui vivent dessus, les Maldives ne perdent pas de superficie, au contraire, elles ont plutôt tendance à en gagner. Alors ça dépend des décennies, il y en a qui en perdent, il y en a qui en gagnent, mais en tout cas, il n'y a absolument pas de diminution globale des îles. Il y a des études qui ont été faites sur les Maldives ou dans des îles du Pacifique. Il y en a qui gagnent en surface, d'autres qui perdent en surface, tout simplement parce que les phénomènes sont des phénomènes très compliqués. Il y a des dépôts de sédiments marins qui font que les îles peuvent monter. Donc il y a plein de phénomènes qui viennent compenser, voire plus que compenser, la hausse du niveau marin. D'accord. Tout ça, évidemment, devrait être davantage développé, mais je fais un panorama rapide. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé l'heure qu'il était. Ça va, j'ai encore du temps? Ça va? Alors, ensuite, la banquise. Ah, la banquise. Vous avez vu, on en parle moins quand même de la banquise. Hein? Quand c'était Al Gore et son film, là, dans les années 2000, 2010, là, la banquise. Parce que la banquise, sous l'effet du réchauffement, ça allait faire fondre la glace. Et la glace, elle est blanche, elle reflète les rayons du soleil. Donc si ça se réchauffe, il y a moins de glace. Et donc, il y a moins de glace pour réfléchir les rayons du soleil. Et donc, la chaleur, elle est absorbée et ça allait faire la spirale de la mort. Ça allait faire une sorte de cycle. Hein. Plus c'est chaud, moins il y a de glace, plus c'est chaud, et plus ça s'emballe. C'était le truc. Donc vous voyez là, le graphique de la banquise, il n'est pas tout à fait à jour, c'est celui de l'an dernier. C'est à peu près, il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Et puis vous voyez la chute dramatique qui est indiquée par la droite. Alors, quand Al Gore reçoit le prix Nobel de la paix, on est à cet endroit-là, on est en 2007 sur l'étoile qui est là, l'étoile verte. Et il prophétise à ce moment-là que la banquise va complètement disparaître en 2013 ou 2014, à peu près. Alors comment on peut faire ça? C'est assez facile, hein. Vous prenez un autre point de la courbe et puis vous dites, voilà, ma prédiction, c'est que ça va voilà la pente, et puis alors pardon, oups, je suis allé trop vite. Ah oui, c'est tout seul. Voilà. Vous prolongez la courbe et effectivement, en 2013, vous imaginez qu'il y a une fonte complète. D'accord? Alors ça, c'est pas produit, comme vous le voyez sur la courbe qui est là. Hein, et en fait, au moment où il reçoit le prix Nobel de la paix, il ne le sait pas, mais ça va s'arrêter. La baisse, alors oui, il y a une dispo, c'est ma faute, j'aurais dû dire. Il y a une diapo qu'il ne fallait pas enlever. Du coup, ça va être un peu difficile à voir. Il faut arrêter. Si vous enlevez la ligne rouge, essayez d'oublier qu'elle est là, parce que la ligne rouge, elle force à voir une baisse. Elle empêche de regarder la courbe elle-même. Elle interprète. C'est une interprétation de la courbe. C'est normal, hein, ce qu'on appelle une droite de régression linéaire, c'est une droite de tendance, ça va. Mais elle empêche de voir qu'en fait, il y a eu effectivement, après une certaine stabilité jusque vers 2000, il y a eu une chute jusqu'à ce qu'Al Gore reçoive le prix Nobel de la paix. Et après, ça s'est arrêté. Alors, ce phénomène porte un nom, ça s'appelle le Gore Effect. À chaque fois qu'Al Gore allait faire une conférence quelque part, le lendemain, c'était tempête de neige,
Donc c'est documenté. Hein. Vous riez, mais c'est vrai. Hein. Donc il y a eu tout un ensemble de rieurs comme ça qui à chaque fois remarquaient ce qui se passait juste. Donc voilà, c'est à nouveau le Gore effect. Donc la banquise a cessé. Donc effectivement, elle s'est mise sur un nouveau régime. Alors donc on est depuis, on va dire 2007 à peu près, 2007-2024, ça fait une quinzaine d'années où la banquise est à peu près stable. C'est un peu court, hein, d'accord, ça ne peut pas dire sur 15 ans. Mais de toute façon, les données qu'on a, elles sont très courtes. Elles ne remontent pas à avant 79. On a des données qui sont très jeunes. Comment était la banquise il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans? C'est très difficile de le savoir. Il y a un article qui est paru il y a 2 ans d'une équipe danoise qui est assez intéressant à cet égard, qui se propose d'essayer de reconstituer, je crois que c'est à partir de sédiments ou de moraines, je ne sais plus exactement, comment était la banquise il y a 10 000 ans. Et ils arrivent à la conclusion que, elle n'était pas là. Alors, quand je dis qu'elle n'était pas là, la courbe que je montre, c'est le minimum estival. La banquise, en hiver, elle s'étend. Banquise arctique, toujours. Je suis dans l'hémisphère nord. Donc, elle s'étend. Et puis, en été, elle fond. Et typiquement, maintenant, quand elle fond, il en reste 3 ou 4 millions de kilomètres carrés. Bon. Et s'il fait plus chaud, il peut avoir... effectivement, on peut imaginer qu'il n'y ait plus de banquise du tout, au moins à la fin de l'été, au moins au moment de sa fonte complète. On n'imagine pas qu'en hiver, il puisse ne plus y avoir de banquise, il fait quand même trop froid. Et cette équipe a proposé estime qu'il y a 10 000 ans, la banquise en été fondait complètement. C'est en un sens une très bonne nouvelle. Déjà, ça veut dire que ce qui peut arriver là, même si elle fond, même si demain elle se remet à fondre, c'est pas très grave, c'est déjà arrivé. Et 10 000 ans, c'est hier. Quand on parle de climat, on parle de centaines de milliers d'années ou de millions d'années. S'il y a un truc qui s'est passé en 10 000 ans, ça veut dire que si ça arrive aujourd'hui, c'est pas exceptionnel du tout. Donc, et non seulement ça, mais en plus, la fonte complète n'a pas du tout provoqué un emballement de quelque chose de température. Il n'y a pas eu du tout de catastrophe climatique après. Ça n'a pas été la death spiral. Ni de près ni de loin. Qu'ont fait les auteurs? Ils ont publié leur article, mais ils ont dit ça veut dire qu'il faut absolument respecter l'accord de Paris, il faut absolument arrêter d'émettre des CO2 parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Leur article dit le contraire. Mais ils se sentent quand même obligés de dire ça. Ce qu'on ne dit pas dans un article scientifique. Dans un article scientifique, on n'est pas censé dire pour ou contre tel ou tel accord diplomatique international. Ce n'est pas du tout le lieu pour ça. Mais ils le font. Alors je ne sais pas pourquoi ils le font. Je peux juste imaginer qu'ils voulaient éviter les ennuis. Et si c'est le cas, ils ont eu raison, parce qu'au moins ils ont pu publier leur article. Mais clairement, leur article dit le contraire de ce qu'ils essayent de dire. Alors, sur les ours polaires, rapidement, ça a été le grand symbole. Je ne sais pas si c'est en train de passer aussi, les ours polaires, on les voit moins. C'est marrant. Parce que, ils étaient 10 000 en 1960. Alors, c'est très difficile de les compter. Je dis 10 000, mais ça peut être 5 000, ça peut être 15 000. On ne sait pas vraiment. Il y a d'énormes marges d'incertitude. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on les compte un peu mieux et on sait qu'ils sont au moins 25 000. Il y a des gens qui disent que c'est même beaucoup plus que ça. 25 000, là, pour le coup, c'est vraiment la valeur plancher. Ça pourrait être 40, voire 50 000 sans problème. En tout cas, ils vont très bien. Rassurez-vous pour eux. Vous avez peut-être vu l'ours décharné, il y a quelques années, ça avait fait le gros buzz, ça, le visage du changement climatique et ce malheureux ours. Après, ils ont dû piteusement faire machine arrière parce que, quand même, il y a quelques spécialistes qui leur ont dit dites là, non. Donc voilà, les ours polaires vont très bien, rassurez-vous pour eux, c'est juste au cas où vous auriez un peu peur de ces pauvres nounours. Vous approchez pas de trop près, mais par ça, ce sont de beaux animaux et effectivement, c'est très bien qu'ils se portent bien. Et je ne vais pas développer pourquoi, mais on sait pourquoi ils vont bien. Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles ils vont bien. Quand même, une raison intéressante à mentionner, c'est qu'ils étaient effectivement menacés dans les années 60 à cause de la chasse. Et il y a eu un traité international en 73, je crois, pour en interdire la chasse, et depuis, il prospère. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des menaces occasionnelles sur la biodiversité, et qu'il y a des solutions de bon sens, des solutions locales, et qu'on est capable de gérer les problèmes. Et aujourd'hui, les ours polaires vont bien. Alors, autre chose dramatique, c'est les cyclones.
On nous dit ça va être terrible. Vous allez voir, il y aura de plus en plus de cyclones, d'ouragans, ça va avoir un coup. Donc, et puis, c'est bien les cyclones parce que ça fait des images, quoi. C'est la force de la nature. Et puis, ça crée l'émotion parce qu'évidemment, il y a des gens qui perdent leur maison, il y a des gens qui meurent. Donc, c'est très facile de capter ça pour pousser à des solutions. Alors là, vous avez la fréquence des cyclones. Alors, c'est mesuré depuis les années 80. Il y a des années, on peut remonter un peu plus loin parfois, mais c'est un peu compliqué. Et donc, en haut, c'est la courbe de tous les cyclones. Et en bas, c'est la courbe des principaux cyclones. Vous voyez, depuis les années 80, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de tendance. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Ça monte un peu et ça descend. Alors, on peut aussi regarder l'énergie. Au lieu de compter les cyclones, on peut compter leur énergie globale. C'est-à-dire, je somme l'énergie développée par chaque cyclone. Et on a un peu le même genre de choses. Bah ouais, ça monte, ça descend, mais alors on remonte un peu plus loin. Là. La courbe remonte un peu plus loin, il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais plus, c'est avec toi, tu parlais d'Emmanuel Garnier. Il a fait une très belle étude il y a quelques années, une étude un peu à l'ancienne, la climatologie à l'ancienne, pour reconstituer une courbe de ce genre. Parce qu'avant les années 70, on n'a pas de données, on a quelques traces, on a des documents. Ah oui, il y a eu tel cyclone qui est passé là, mais c'est un peu compliqué. Et cette étude raconte... regardez les archives coloniales des Antilles françaises. Parce que la France a un certain nombre de défauts, parmi lesquels une administration pléthorique, et au moins sait parfois faire son travail. Et en l'occurrence, l'administration coloniale, depuis le XVIIe siècle, a tenu un registre extrêmement précis de tous les cyclones qui passaient par les îles. Et en détaillant exactement l'effet de chaque cyclone, ça a détruit les arbres ici, etc. Et c'est suffisamment précis pour qu'on puisse dire « Ah, ça, c'est un cyclone de catégorie 4, ça, c'est un cyclone de catégorie 5, il a fait tel trajet. » Et donc, on a des données qui remontent au XVIIe siècle de tous les cyclones qui sont passés par les Antilles françaises. Donc, c'est pas parfait, évidemment, parce qu'il y en a un qui est passé juste à côté, on ne l'a pas vu, mais c'est quand même un bon... Enfin, c'est tout ce qu'on a et c'est assez magnifique. Et le bilan, c'est un peu comme ça, quoi. Ça monte, ça descend, il n'y a pas du tout de tendance. Et en tout cas, aujourd'hui, n'est pas une époque particulière pour ces données. Et il n'y a pas de raison vraiment de penser qu'il y en aura plus. Par contre, effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, un cyclone fait plus de dégâts. Et en un sens, tant mieux. Parce que s'il fait plus de dégâts aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de dégâts à faire. Un cyclone, il y a 3 siècles en Floride, il n'y avait pas grand-chose en Floride. Aujourd'hui, c'est un pays très riche, très développé, il y a beaucoup de maisons, et évidemment, quand un cyclone passe, il fait des dégâts. Ça, c'est normal. Mais le même cyclone en Floride ou aux Philippines, par contre, il ne fera pas le même nombre de morts. Tout simplement parce qu'en Floride, on est bien organisé, on peut anticiper, on peut préparer des secours, on peut alerter les populations bien mieux. Et si on veut se prémunir contre les cyclones, c'est plutôt ce genre de solution qu'il faut utiliser plutôt que passer aux véhicules électriques. Alors, autre chose, donc la concentration atmosphérique en CO2. Donc elle monte, je l'ai dit. Voilà, on est passé de... donc ça, c'est une évaluation qui est faite à Mauna Loa. C'est la grande courbe qui est donnée. Et si je vous la montre, c'est juste pour vous illustrer la grande efficacité des choses du genre protocole de Kyoto pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en 97. Vous pouvez mesurer l'effet. Ensuite, évidemment, Cocorico, nous avons eu l'accord de Paris, qui a eu aussi un effet extraordinaire sur l'évolution du CO2. Et plus récemment, ça c'est assez intéressant, c'est la pandémie de Covid-19. Parce que là, pour le coup, on a vraiment diminué les émissions de gaz à effet de serre à ce moment-là. Et le résultat sur la courbe ne se voit pas vraiment. Alors en fait, on nous a expliqué que c'était normal, parce que le confinement n'était pas suffisant. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez sauver la planète, un confinement comme on en a connu chaque année, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. C'est intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que même si on est dans le mainstream, on n'y arrivera pas. Il faut penser les choses autrement. On ne va pas se confiner tous les ans. C'est même pas la peine. Si on est adulte et qu'on veut faire face, voilà, on a peur, on va penser les choses autrement, nécessairement. On ne le fera pas, tout simplement. Alors, autre chose qu'on voit aussi, ça c'est un truc qu'on ne vous a sans doute pas montré. Ça n'a pas fait la une, ça. Vous êtes au courant que le CO2, vous avez dû l'apprendre au lycée, ou alors non, ici on dit collège, dans vos études secondaires, le CO2 c'est le nutriment principal des plantes. D'accord ?
Ça s'appelle le cycle de la photosynthèse. C'est bien connu, hein, personne ne le conteste. Les plantes mangent du CO2. Ça s'observe en laboratoire. Ça s'observe aussi, on est dans un canton assez rural, je pense, donc il doit y avoir des gens qui connaissent des maraîchers ici. Eh bien, s'il y en a qui vous connaissez qui travaillent sous des serres, hein, demandez-leur, ils vous diront qu'ils injectent du CO2 dans leurs serres pour faire pousser leurs plantes mieux. C'est connu. Alors, ils n'achètent pas du CO2, ils utilisent le CO2 produit par la chaleur de leur chauffage pour le mettre dedans. C'est bien connu et ça marche. Donc, à l'échelle industrielle, ça marche. Et bien, à l'échelle globale, ça marche aussi, puisque, donc ça, c'est une étude parue en 2017, je crois, 16 ou 17, qui a regardé les photos satellites de la Terre d'il y a 40 ans et les photos satellitaires de la Terre aujourd'hui, pour comparer le niveau de verdissement, hein, la surface foliaire, surface verte, quoi. Et ben, vous voyez que presque partout, c'est vert, donc avec l'échelle qui est ici. Quand ça commence à être vert, c'est que c'est plus vert aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et même très très vert quand c'est en violet. Là, donc vous voyez Amérique du Sud ici, ou secteur de l'Afrique et toute une zone de l'Asie. Partout, la Terre est plus verte. C'est normal, il y a plus de CO2. On a gagné, selon cette étude, 18 millions de kilomètres carrés de surface verte en 40 ans. C'est 2 fois le Sahara, par comparaison. Alors, j'ai dit ça à une interview et qui a fait un peu de buzz sur YouTube. Alors l'AFP, donc, qui est l'agence France Presse, gardienne de l'orthodoxie, s'est fendue d'un fact-checking. Donc, parce que cette étude a plein de co-auteurs, et puis ils ont trouvé un co-auteur français. Donc ils sont allés demander au co-auteur français de cette étude de dire mais non, pas du tout. Alors le co-auteur français en question, il a dit ah oui, mais on est dans un contexte de réchauffement, ça change complètement la donne. Pourquoi? Comment? On ne sait pas. Le cycle de la photosynthèse va plus marcher maintenant qu'il y a un réchauffement, semble-t-il. En vrai, on sait que ce n'est pas vrai, parce qu'on sait que avant d'atteindre l'optimum pour les plantes, il faudra arriver à plus de 1000 ppm. On est à 400. On a encore de la marge. Plus on va émettre de CO2, plus la Terre va verdir. Pour des raisons très simples, on le sait très bien. Mais l'AFP juge bon de dire que, ah non, c'est pas vrai, il ne faut pas y croire, c'est du négationnisme. D'accord ? Ça, on ne vous en a pas parlé. Alors, il y en a aussi qui disent, c'est pas bien. Il ne faut pas croire que quand il y a plus de surface verte, c'est bon pour la planète. Ce serait sûrement bien mieux s'il y avait eu 18 millions de kilomètres carrés en moins. Là, on aurait dit chouette, bonne nouvelle. Mais là, je pense effectivement qu'on en aurait entendu parler s'il y avait eu 18 millions de kilomètres carrés en moins. Mais là, on n'en a pas entendu parler. Ça, vous n'avez probablement jamais vu ça dans aucun journal. Bon, alors, j'arrive à la fin, donc je ne vais pas déborder. Quelques éléments sur que faire, comme disait Lénine. Que faire? Alors, ça va sans doute se faire tout seul. Cette histoire-là, elle est venue sur la place publique pour de mauvaises raisons, et je ne me fais pas trop d'illusions, elle va disparaître pour de mauvaises raisons. Tout simplement parce que ça coûte trop cher, parce qu'on en a marre, parce que l'épisode commence à lasser, parce que Trump vient d'être élu, tout ce que vous voulez. Mais quelques éléments quand même de réflexion. Donc d'abord, il faut apprendre à rompre avec la pensée par slogan, notamment pour ce qui est de la nature. Tout est lié. Quand vous dites ça, quand vous donnez un argument sur le climat, vous dites « Ah oui, mais quand même, il faudrait arrêter de polluer ». Oui, mais ça n'a rien à voir. Donc, à Genève, je crois qu'il y a un master, mais pas qu'à Genève, mais je sais qu'il existe à l'université un master climat et énergie. C'est déjà assez difficile d'étudier le climat et l'énergie, mais on fait un master qui mélange les deux. C'est un mélange qui ne devrait pas être fait. Ce sont des domaines différents. Il faut préserver l'équilibre naturel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'équilibre naturel. Je te vois secouer la tête. Toute la science montre qu'il faut rompre avec cette idée biblique du paradis climatique originel. Il faut faire attention, évidemment, il faut faire attention. Mais il ne faut pas croire que la seule chose qu'on aurait à faire, c'est de tout figer. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. On doit aussi revenir à une vision un peu plus locale. C'est ce que je disais avec les ours polaires. Il y a des problèmes, ponctuellement, on pollue une rivière, on pollue... Effectivement, il ne faut pas le faire. Mais la solution, en général, elle est locale. L'environnement, c'est fondamentalement local. Il y avait un slogan qui disait « Think global, act local ». Penser global, agir local. En fait, il ne faut pas penser global. C'est une erreur de départ. Il faut agir local et il faut aussi penser local, je pense.
faut être attentif aux émotions. Ça, c'est ce que je disais vis-à-vis des cyclones. Les émotions. Vous avez vu le cyclone, vous avez vu les morts que ça a fait, puis vous voyez quelqu'un qui est malheureux et on instrumentalise son malheur. Et ce moment-là, c'est un moment de deuil, c'est un moment où on va aider les gens, mais ce n'est pas un moment où on prend des décisions de long terme. Après, on doit laisser la place à l'émotion et revenir à la raison, revenir à des choses plus normales pour être vraiment utile et pas juste réagir sous le coup de l'émotion. Je précise en passant que le climato-réalisme n'est pas un permis de polluer. Il y a des problèmes environnementaux dont il faut tenir compte et on n'est pas du tout en train de dire allez-y, faites n'importe quoi. Donc, aussi, on sait aussi que le développement, c'est probablement la meilleure solution pour s'occuper bien d'environnement. Les pays, je crois que le pays le plus vertueux en termes de développement, selon l'université Yale, qui publie tous les 2 ans un classement des pays les plus vertueux, c'est la Suisse. Bravo à vous, applaudissez-vous, c'est très bien. Alors ça dépend, mais les premiers pays, c'est la Suisse, la France, le Royaume-Uni. Voilà, c'est des pays comme ça, c'est des pays développés. Quiconque parmi vous est déjà allé dans un pays plus pauvre, moi j'étais à Dakar il y a un mois, je vais de temps en temps en Inde. L'environnement, ce n'est pas leur premier souci. Leur premier souci, c'est de manger, c'est de se soigner, c'est d'envoyer leurs enfants à l'école, c'est de se loger. Et l'environnement, c'est plus une question de riches. C'est quand on a réussi à... Enfin, c'est un peu la pyramide de Maslow. Quand on a réussi à satisfaire les besoins premiers, qu'on peut aller vers des besoins plus subtils, effectivement, se poser des questions de préservation des beaux espaces naturels. Et c'est très bien. Donc, la meilleure voie pour... prendre soin de l'environnement, c'est la voie du développement, d'une façon générale. Du développement, évidemment, en faisant attention. Il y a une personne que j'aime bien pour ça. Le premier qui, en un sens, nous a mis sur la piste, c'est Condorcet. Donc, c'est français Condorcet. Je vous invite à lire l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, où c'est le grand... C'est celui qui nous a mis sur la voie du développement, qui a dit, bah ouais, en fait, l'avenir peut être mieux que le passé. Parce qu'on va inventer, parce qu'on va avancer, parce qu'on va progresser. C'est pas pour rien que le grand adversaire de l'époque de Condorcet, c'est Malthus, qui lui était l'ancêtre de nos décroissancistes écolos. Enfin, c'est l'ancêtre lointain, c'est pas tout à fait ça. Mais effectivement, Malthus a beaucoup critiqué Condorcet, et on comprend bien pourquoi. Et aujourd'hui encore, cet affrontement est toujours là, entre le développement, la foi dans la technologie, dans la possibilité d'aller mieux, et le côté régressif, le côté voilà, trop de monde, arrêtons de faire des enfants, surtout les pauvres. Enfin, on voit bien que le schéma est mis en place à ce moment-là. Et pour tout ce qui va faire que le climat change et continuera de changer, et on doit s'adapter. C'est encore le plus simple, c'est ce qu'on a toujours fait. Quand il pleut, on prend son parapluie. On n'essaye pas d'arrêter la pluie. Au moins aujourd'hui. Etc. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire. Je vous remercie de votre attention.